Les transporteurs scolaires en colère ce matin, ils se sont mobilisés à la plateforme de triage de la CACL. Ils dénoncent l'insécurité dont sont victimes les conducteurs, souvent pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions. Limiter la lassitude des salariés du service public en variant leurs fonctions au cours de leur vie professionnelle, une piste de réflexion évoquée aujourd'hui par le Centre de gestion des collectivités territoriales. Nous y reviendrons. Enfin, nous vous proposons ce soir le portrait d'une blogueuse qui défend la cause de la beauté noire auprès des sociétés cosmétiques en France. Fatou Ndiaye, à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'information. Pour ouvrir ce journal, une fois n'est pas coutume, nous accueillons dès maintenant notre invité du soir, Monsieur Léon Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment va Saint-Laurent-du-Maroni? Saint-Laurent-du-Maroni va très bien, comme toutes les villes de Guyane, avec bien entendu les enjeux que nous connaissons. Mais enfin, nous sommes très optimistes et chaque jour suffit à sa peine et nous faisons tout pour que ça aille bien. Aujourd'hui, vous faites votre rentrée médiatique. Vous avez sans doute des choses à dire aux médias à ce propos, à propos de votre commune, Saint-Laurent. Écoutez, on ne peut pas dire que c'est une rentrée médiatique, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion, j'en parle parce qu'il est bon de savoir que Saint-Laurent-du-Maroni est une espèce de zone sensible en quelque sorte. C'est une des portes d'entrée de la Guyane. Il y en a deux, il y a Saint-Georges, il y a Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai envie de dire que compte tenu du fait de notre positionnement, tout se passe chez nous et nous avons tendance à être un petit peu anticipateurs sur ce qui va se passer sur le reste de la Guyane. Et donc Saint-Laurent-du-Maroni est connu pour sa démographie galopante, est connu pour les crises que nous connaissons par rapport notamment à ce qui nous est arrivé il y a peu de temps avec la question des emplois aidés. Saint-Laurent fait l'objet aussi de grands débats comme celui de la montagne d'or, puisque c'est un sujet intéressant. Saint-Laurent, c'est aussi les problèmes qui sont liés à l'immigration et puis bien entendu les questions d'insécurité. Donc vous voyez, on ressemble à l'ensemble des communes, mais le fait que nous soyons dans une frontière, ça nous permet de voir venir les choses avant les autres. Alors, votre discours a pas mal changé ces derniers temps. Dans une lettre récemment adressée, il me semble, au président de la collectivité de la CTG, vous disiez qu'il fallait refonder nos échanges avec le national. Êtes-vous sur la voie de l'autonomie ou voire même une indépendance pour la Guyane? Non, je rappelle que je reste un homme très républicain. Simplement, je dis que la République doit tenir ses promesses jusqu'au bout. Et c'est bien parce que je vois que ces promesses ne sont pas tenues qu'il faut tout faire pour les atteindre. Il ne faut pas que notre République continue à être aveugle et sourde comme c'est le cas. Et quand j'ai écrit à Rodolphe Alexandre il y a quelque temps, depuis d'ailleurs en août 2016, donc ça fait déjà pratiquement plus d'une année, c'était pour lui demander effectivement de réunir le Congrès parce que je crois que la Guyane a besoin actuellement d'une vision, a besoin d'un cap, a besoin d'un projet, et c'est lorsque nous aurons ce cap, lorsque nous serons dans l'action, que l'on va pouvoir effectivement se faire entendre par les gouvernements, et c'est pour cela que je dis qu'il faut changer de paradigme, et non attendre que cela vienne d'ailleurs. On nous parle des assises de l'outre-mer actuellement, de plans de convergence. Il faut un congrès plutôt que des assises. Absolument, le congrès, ça nous ressemble. C'est la discussion qui doit se faire entre Guyanaises et Guyanais. C'est nous-mêmes qui devons définir ce que nous voulons pour notre région. Cela ne veut pas dire qu'il faut être autonomiste ni indépendantiste, mais en tout cas se faire entendre, changer de paradigme et en tout cas mieux définir la relation entre la France et l'outre-mer et donc la Guyane. Que reprochez-vous aujourd'hui justement à ces échanges entre la Guyane et l'État français? Eh bien, comme je viens de le dire, un État français qui ne nous écoute pas, qui voit un délitement qui malheureusement s'exerce tous les jours sur le territoire, qui prend des décisions sans réfléchir, sans conciliation. Par exemple, j'ai pris le cas des emplois aidés. On voit bien que ce sont des décisions qui causent des malheurs chez nous, des dégâts sociaux importants. Donc il est grand temps actuellement que nous soyons véritablement écoutés. Et ce n'est pas une question ni de droite ni de gauche, c'est une question effectivement d'avoir des politiques publiques adaptées à la réalité du terrain. Mais est-ce que l'État nous écoutait avant, selon vous? Je pense que l'État, ça n'a pas beaucoup changé, mais avant, la Guyane n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je me souviens, c'est vrai, j'étais député, j'ai été ministre aussi. Je pensais que la République aurait pu apporter toutes les réponses qu'on attendait. Mais à l'époque, c'était supportable, parce que nous étions
pas aussi nombreux que ça. Aujourd'hui, avec des frontières qui sont ouvertes aux quatre vents, on est dans des situations qui se sont aggravées. Il faut donc changer de discours. Et ce changement de discours, est-ce que c'est dû à vos récents ennuis avec la justice? Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis 2010, j'ai ce discours-là. Mais je crois que, comme je dis souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les changements d'avis quand même on change d'avis lorsqu'on a coïncide avec vos problèmes avec la justice, 80 000 euros d'amende, 3 ans de prison ferme condamné, on vous a condamné à 3 ans de prison ferme. Vous savez, lorsqu'on a une vision politique, lorsqu'on a une expérience politique comme je l'ai actuellement, oui, on sait ce qu'il faut faire à un moment donné pour changer le discours. Ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé au niveau de la justice. Et comme je le dis souvent, nous vivons dans une république. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. J'ai toujours clamé haut et fort mon innocence et c'est ce qui me permet de parler comme je parle aujourd'hui. J'ai une liberté de parole. Et si vraiment j'avais tous ces soucis, peut-être que je ne serais pas là ce soir à dire ce que je vous dis. Simplement, j'estime que aujourd'hui, ma situation politique m'empêche de rester silencieux. Il faut que je dise quand ça ne va pas et c'est ce que je fais ce soir. Vous appelez de vos voeux un projet guyanais. Quel sera le contenu de ce projet? Ce sera la dernière question. Bien, écoutez, un projet guyanais, ça veut dire qu'il doit être réfléchi, il doit être partagé par tout le monde. Et je crois que le congrès qui se réunit samedi, qui sera l'ouverture des États généraux qui vont s'écouler sur plusieurs mois avec des caravanes, avec bien entendu des contacts avec des populations, avec des Guyanaises et Guyanais qui vont dire aussi leur façon de voir les choses. C'est ça qui va nourrir cette vision dont on a besoin. Et ce n'est pas seulement coller des projets les uns à côté des autres, mais c'est surtout, au travers de ce projet-là, enfin faire apparaître des principes sur des valeurs comme le respect, comme l'envie d'aller de l'avant, une certaine audace. Et c'est ce que je demande tout simplement pour la Guyane. Merci Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous poursuivons ce journal avec l'actualité du jour, le mécontentement des chauffeurs scolaires de l'Agglo. Ils ont voulu dénoncer l'insécurité dont ils sont victimes. L'un des transporteurs affirme avoir été agressé par un parent d'élève. Lundi, à l'entrée d'une école de Cayenne, le père de famille impliqué dans l'affaire est venu nous voir ici à l'antenne d'ATV Guyane en fin de matinée. Il a évoqué sa version de l'histoire. Regardez ce reportage de Gaël Wassim. Ce matin, aux abords de la RN1, les chauffeurs de la CACL se sont réunis pour dénoncer le climat d'insécurité auquel ils font face quotidiennement. En ce début d'année scolaire, ils se disent excédés de cette situation. On observe vraiment un grand nombre d'incidents dans les bus et à l'extérieur des bus, c'est-à-dire sur les plateformes. Donc quand vous avez une plateforme avec plus de 500 élèves et il n'y a aucune sécurité, c'est difficile à gérer. On aimerait avoir des solutions pour qu'il y ait un dispositif de sécurité plus important afin que déjà les lignes scolaires se passent bien. Alvin Maïderbi, le chauffeur de bus qui aurait été agressé en début de semaine, dénonce également les différents faits de violence qu'il subit. On a déjà eu beaucoup de faits de violence par rapport aux transporteurs déjà qui se font agresser, les élèves qui se battent entre eux et aussi les parents qui se mettent aussi à agresser les chauffeurs. Alors il m'a dit précisément, donc d'abord il est arrivé devant mon car avec son véhicule personnel, il m'a bloqué le passage, il est descendu de son véhicule bien énervé, il est venu près de la vitre du bus et il m'a menacé de me tirer dessus avec une arme si son fils arrivait à l'école en retard. Félix, le père de famille concerné, dément vigoureusement ces accusations. Il trouve inadmissibles les retards de bus et raconte sa version des faits le matin de ladite agression. La responsable de l'établissement, c'est-à-dire la principale était là, et puis ensuite les CPE pour filtrer les élèves, quoi. Alors j'ai dit à ma femme, bon mais chérie, va dire à madame la CPE, puis les responsables comme quoi que mon fils n'est pas encore arrivé, notre fils n'est pas encore arrivé. Alors ça se fait qu'après, 2 secondes après, je vois le bus à 7h20. Alors j'ai pris ma voiture, je me suis mis près de la route. Et puis ensuite, j'ai bloqué la circulation, j'ai dit au chauffeur comme quoi que ce que vous faites, ça c'est pas bien. Non, en principe, l'élève prend l'école à 7h, vous devez les déposer avant 7h, pas à 7h20. J'ai mis ma voiture au milieu de la rue pour lui faire comprendre que pour si jamais il essayait de partir. Voilà, mais c'est pas pour menacer, c'est pas pour lutter, parce qu'il a déclaré que j'avais un fusil, que je voulais le tuer, mais c'est faux. Par la suite, la délégation de chauffeurs de bus qui se sont rendus à la CACL sont repartis satisfaits de leur entretien avec la direction.
Les bus de la régie communautaire des transports, eux aussi, ont débrayage ce matin. Selon le syndicat UTG, la direction de la RCT aurait versé une prime aux non-grévistes. Pour la direction, il s'agit en fait d'une indemnité d'heures supplémentaires versée aux salariés qui ont assuré le service minimum durant la dernière grève. Écoutons Serge Banis, secrétaire de l'UTG RCT, au micro de Pierre Tréfou. Nous voulons savoir pourquoi il y en a qui ont droit et d'autres pas. Donc voilà, déjà nous trouvons ça inacceptable que de donner des gens des primes parce qu'ils n'ont pas fait grève. Vu que si vous ne faites pas grève, vous êtes payé en totalité votre salaire. Jusqu'à maintenant, nous n'avons vu personne, donc nous attendons la direction pour pouvoir discuter. Ceux qui n'ont pas eu la prime se posent des questions. Pourquoi ils ne l'ont pas eu et puis voilà. Donc nous voulons savoir tout simplement comment on peut donner une prime à des salariés qui n'ont pas grévé, sachant qu'ils ont eu tout leur salaire pour cela. Donc le syndicat UTG a monté au créneau parce que nous ne comprenons pas cela. C'est bafouer le droit syndical, quoi. C'est vraiment empêcher de faire la grève. Vous imaginez que demain, il y aura une grève et puis on dit ceux qui veulent travailler, on vous donne une prime. Donc voilà, c'est ce que nous trouvons inacceptable. Vu ce qui se passe en ce moment là avec cette prime donnée aux non-grévistes, donc voilà, on les attend qui nous donnent plus d'explications. Le tribunal administratif de Cayenne doit revoir sa copie dans l'affaire du Mont-Baduel. Le Conseil d'État a donné raison aujourd'hui à une plainte déposée par une quarantaine de personnes qui souhaitaient la suspension des arrêtés de démolition pris l'an dernier, en décembre 2016. Le tribunal administratif de Cayenne doit donc revoir sa copie, analyser de nouveau leur dossier. Comment éviter l'usure des salariés du service public? Une réflexion du Centre de gestion des collectivités territoriales ce matin à la Chambre de commerce. L'une des solutions proposées, un parcours professionnel sur différents postes. Les explications de Jonathan Lariou. Les collectivités de Guyane autour d'un même thème, celui du risque professionnel, plus particulièrement l'usure des salariés. Aujourd'hui, les employés des collectivités guyanaises sont fortement touchés par cette pathologie. Il y a des agents qui travaillent depuis bien longtemps et suite à leur travail, suite à ce qu'ils font justement, certains agents aujourd'hui souffrent de cette pathologie. On a quand même, par exemple sur 10 agents, il y a quand même 5 à 6 agents qui sont dans ce... Le sujet, loin d'être tabou, est aujourd'hui au centre des attentions. Dans la salle, plusieurs secteurs des collectivités sont représentés. Les mairies sont les premières touchées par ce problème. C'est un véritable fléau. Vous vous rendez compte, une femme de service qui nettoie, qui fait de l'entretien, qui entretient pendant toute sa vie, qui se baisse, qui se lève, qui transporte des charges. Arrivé à un moment donné, cette personne-là est complètement usée. Il faut que l'on puisse lui proposer autre chose. Mais ici, c'est autour de la prévention que se tourne le centre de gestion des collectivités territoriales. Le plus grand argument, celui de ne plus laisser l'employé s'enfermer dans un train-train quotidien toute sa vie. Une cellule de replacement des salariés dans d'autres types de services pourrait prévenir le problème. L'usure n'est pas simplement le fait de ne pas aller travailler, mais d'avoir des restrictions au niveau de ce travail. Donc il faut trouver les palliatifs justement pour permettre à ces personnes de continuer à travailler, peut-être dans un autre poste, et d'où la mise en place de cette fameuse cellule de reclassement, justement pour aider les collectivités à reclasser les agents, pour éviter qu'ils restent parfois 3 mois, 6 mois en congé de maladie, quoi. Donc si on peut apporter justement à toutes ces personnes qui souffrent de ce handicap, quelqu'un qui a 40 ans, il a normalement encore 20 ans à travailler, donc il faut prévenir pour que cette personne puisse continuer à travailler, à subvenir aux besoins de sa famille dans les meilleures conditions. Un projet pilote de prévention devrait être mis en place très bientôt à Sinamari. Un premier retour d'expérience sera possible d'ici quelques années. Tous ensemble contre les mules, c'est le message de l'association Trois Violences qui organise du 8 octobre au 27 novembre une campagne de sensibilisation sur le territoire. Écoutons Richter Desti, l'un des participants, au micro de Stéphane Govindin. Et c'est un projet qui m'a mis la puce à l'oreille au fait. J'ai vu que c'était quelque chose qui était réel, quelque chose qui se passait qui était réel. Le fléau des mules, c'était réel. Et en Guyane, c'est un cas très délicat, surtout sur le fleuve, le Marani. Et donc, c'est important de sensibiliser ces jeunes-là à ce problème-là, au fait.
On doit avoir plutôt un métier plutôt stable, par exemple dans la vente, des trucs comme ça. Mais bon, même si c'est difficile à obtenir, mais quand même, faut y arriver. Il faut avoir beaucoup de cran pour pouvoir le faire. Mais en tant que mule, le patron qui t'envoie en France en tant que mule, ce n'est pas lui qui va avoir des problèmes. C'est plutôt la personne qu'on envoie. C'est tout simplement sensibiliser, éveiller les consciences mortes, informer le plus grand nombre de ce fléau qui est les mules, ne plus se laisser manipuler par ces chefs d'entreprise qui sont malsaines vis-à-vis de notre jeunesse, puisque être mule aujourd'hui est devenu un fléau, mais un vrai fléau pour l'évolution de notre Guyane. Et donc nous devons informer le plus grand nombre. La rencontre annuelle des syndicats de santé anti-Guyane s'est tenue ce matin au Centre des œuvres sociales et hospitalières de Cayenne. Il était question de partage d'expériences et de bilan de la grève de mars-avril dernier. Naïma Léaco-Neves au micro de Stéphane Govindin. Nous suivons tout simplement le protocole d'accord que nous avons signé. Donc nous le suivons, nous avons mis nos différents groupes de travail sur le terrain, quoi. Donc ils ont été formés, ils sont là, nous sommes là, nous suivons nos différentes revendications. Et puis justement le débat d'aujourd'hui a surtout porté sur ça, sur la mobilisation que nous avons tenue 75 jours, Et nous échangeons sur les différentes contraintes que nous avons eues, la grève, ce que nous avons gagné. Et, il y a énormément de réalités sur leur terrain que nous rencontrons, nous, dans nos établissements en Guyane. Donc nous, ça nous permet justement d'échanger nos différentes expériences pour justement pouvoir contrer ce genre de contraintes, pour pouvoir prévenir ce genre de problèmes à l'avenir. Le combat de la santé, ce n'est pas le combat des fonctionnaires pour dire qu'on veut être augmenté, avoir une meilleure condition de vie. Cette démarche-là est faite uniquement pour la population, afin de sauver. Parce que maintenant, vous voyez, le problème qu'il y a pour avoir un rendez-vous, pour être consulté, c'est à tire-larigot, il faut attendre 6 mois, 8 mois. Alors là, je pense qu'au niveau de la santé, il y a un bon en arrière qui s'est fait de moins de 100 ans et qu'il faudrait pallier à ça. Et le chiffre du jour est 1. La France ne produit qu'1% de sa propre consommation en pétrole, soit 815 000 tonnes de pétrole l'an dernier. Le projet de loi sur la fin de la production d'hydrocarbures en France d'ici 2040 apparaît donc assez symbolique au vu de cette faible production. Et cette affaire qui indigne les parents d'élèves en Martinique, un professeur a décidé de ne pas laisser ses élèves parler créole en classe. Une décision individuelle de ce professeur qui a été annulée par la direction de l'établissement. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer en créole en classe. Une interdiction qu'un enseignant qui ne maîtrise pas la langue a souhaité instaurer dans le collège de Rivière-Pilote. Des règles de fonctionnement durant son cours de physique-chimie qui ont été refusées par le chef d'établissement. L'usage du créole à l'école ou à la maison, de nombreux élèves semblent réceptifs. Il y a un professeur qui a parlé créole. C'est pas mal élevé puisque c'est une langue, puisqu'il y a le français, il y a l'anglais, donc ça fait rien d'apprendre à parler créole. Et les parents aussi mettent en lumière la valorisation du patrimoine culturel martiniquais. Je ne vois pas pourquoi interdire de parler le créole, puisque c'est notre langue maternelle. Donc maintenant, je trouve ça un peu décevant. Nous sommes dans un pays où on parle créole, donc forcément, il faut absolument que les gamins parlent créole. Il faut déjà initier cette langue au collège déjà, et puis c'est notre langue à nous, donc forcément, il faut qu'on la parle. C'est sa façon de dire, la façon dont il a écrit ça qui était choquant, c'est tout. Mais bon, il a su s'exprimer, expliquer pourquoi. Bon, et puis il a compris, j'espère bien. Une position que défend également l'Union des parents d'élèves de Martinique. L'attitude de l'enseignant est condamnée. Nous considérons qu'il s'agit là d'une erreur, d'un oubli, d'une faute, qui n'était pas volontaire. Nous accordons le bénéfice du doute et nous souhaitons simplement que des dispositions soient prises sur l'ensemble de l'académie pour rappeler à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble de la communauté éducative
que le créole est une langue d'enseignement, c'est notre langue maternelle. Nous recommandons au niveau de l'UPEM l'usage du créole à l'intérieur même des cours. Une forme de maladresse, mais rien de plus selon le rectorat. Un phénomène isolé qui ne reflèterait pas l'engagement des nouveaux enseignants. Ils sont pris en charge par des conseillers pédagogiques départementaux en langue vivante régionale, en créole bien sûr, et on leur donne quelques rudiments de connaissance de cette langue pour les premiers contacts avec leurs élèves, mais très très vite on se rend compte que les enseignants eux-mêmes font la démarche pour pouvoir s'approprier cette langue, même s'ils ne la parlent pas. Lorsque vous échangez avec eux, vous leur donnez quelques mots en créole, ils vous disent « Ne vous inquiétez pas, je comprends ». Un apprentissage que l'Académie souhaite développer dès le plus jeune âge. 30% des professeurs des écoles enseignent le créole en Martinique. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'une femme qui a fait du web son entreprise et de la défense de la représentation de la femme afrodescendante son cheval de bataille. Fatou Ndiaye, l'une des blogueuses les plus influentes de France, est en Guyane en ce moment pour la semaine de la mode. Le portrait est signé Gaël Wassim. Voici Fatou Ndiaye, 40 ans, créatrice du blog Black Beauty Bag. Son smartphone, l'extension de son bras. À son compteur, plus de 100 000 followers sur Twitter, 130 000 mentions j'aime sur son compte Facebook, une communauté d'internautes qu'elle s'est forgée en 10 ans de blogging. Fatou Ndiaye est une influenceuse de tendance. Aujourd'hui, tous les blogueurs ne sont pas influenceurs. On parle d'influence quand, par exemple, on parle d'un produit et qu'il génère des ventes, qu'il est sold out. Être influenceur, c'est aussi être prescripteur de tendance, c'est-à-dire voir les choses avant qu'elles deviennent établies ou à la mode. On peut être aussi influenceur par sa façon de communiquer, sa façon de dire les choses, les sujets, les débats. Donc oui, j'ai influé en quelque sorte dans la manière de voir ce qu'était la féminité des femmes noires. Et en France, j'ai permis de poser la problématique de la représentation des femmes sur le marché de la beauté en général. Car en commençant son blog en 2007, elle a constaté qu'il était difficile de trouver les informations sur les besoins spécifiques des peaux noires et des cheveux crépus. Égérie de marques comme L'Oréal et Koukaï, elle a contribué en France à l'explosion du marché des produits de beauté spécifiques aux peaux noires et métissées. Que ce soit en mode, en culture, en art, on sait très bien que la plupart de tout ce qui est mode, tout ce qui est art, ça vient des pays comme en Afrique, comme les îles, même au Brésil par exemple. On sait que les grands chasseurs de tête en Europe sont payés pour venir dans des pays pour voir comment les gens vivent, comment ils s'y habillent, et après ils font leur cahier de tendance. Et on a l'impression que quand eux ils reprennent ce que nous on a connu depuis des siècles, ça devient tout d'un coup hype, tendance. Nous aussi on crée, on a nos choses. Regardez ce qui se passe et arrêtez de croire que tout se passe en Europe. Invitée de la 5e édition de la Guyane Fashion Week, Fatou Ndiaye transmet ses connaissances en matière de gestion des réseaux sociaux. Internet a remplacé pratiquement tous les médias d'origine. C'est vrai que tout le monde est connecté sur Internet, tout le monde a son smartphone, tout le monde a son ordinateur. Donc, et on sait qu'il y a plein de blogs qui naissent, il y a plein de gens qui veulent, à travers Internet, partager leurs connaissances, partager leur savoir. Et c'est vrai qu'il y a des modes de communication et mon atelier de samedi sera dirigé sur ces méthodes-là. Fatou Ndiaye sera présente au défilé final de la Fashion Week samedi à la ZAC Hibiscus. Comme tous les jeudis, un moment cinéma pour découvrir la dernière sortie vendredi dans nos salles. Blade Runner 2049, le dernier film de Ridley Scott. En 2049, les hommes possèdent tous des esclaves bioniques. L'officier K est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Regardez la bande-annonce. L'humanité ne peut survivre. Les réplicants sont l'avenir de l'espèce. Mais je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Il a toutes les gâchettes de la vie. Je vous ai vous. Faut l'arrêter à tout prix. Qu'est-ce que tu veux? Vous pourriez m'aider à résoudre une affaire. Il se construit une armée. Dites-moi ce dont vous vous souvenez. Ils savent que t'es ici. Il est sur vos traces. Je vais venir avec toi. C'est quoi le plan? On ne fuit pas. Ce qu'est la souffrance, faut l'ignorer encore.
Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Les transporteurs scolaires en colère ce matin, ils se sont mobilisés à la plateforme de triage de la CSCL. Ils dénoncent l'insécurité des conducteurs, souvent pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions. Limiter la lassitude des salariés du service public en variant leurs fonctions au cours de leur vie professionnelle. Une piste de réflexion aujourd'hui par le Centre de gestion des collectivités territoriales. Enfin, nous vous proposions ce soir le portrait d'une blogueuse qui défend la cause de la beauté noire auprès des sociétés de cosmétiques en France. Le parcours de Fatou Ndiaye, c'était dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.